Rebonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la wishlist. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 200 ans quand ça a commencé à exister, la wishlist ça vient du Démon du Rire, c'était le site que je tenais avant de faire le cinéma de Durandal, que j'ai tenu de mes 13 à 23 ans. Il se trouve que, vu que depuis cette année a été lancé Tipeee, et que je gagne maintenant ma vie grâce à ce que je fais sur YouTube, ça n'a plus beaucoup de sens d'avoir une wishlist. Parce qu'à partir du moment où je reçois de l'argent de votre part, j'ai plus vraiment de raison de faire une page où j'ai des cadeaux que vous pouvez m'acheter parce que soi-disant j'aurai pas de thunes. Je reçois de l'argent de votre part pour faire donc la wishlist est vide. Et je sais pas si je supprime la page ou pas, enfin je pense que globalement je vais le faire. La wishlist n'existe plus. Donc voilà, maintenant ce n'est plus possible. Vous ne pourrez plus m'acheter quoi que ce soit. Mais dans le cours de l'année, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des choses. Et c'est là que je vous dis que les gens ont envie de me remercier par eux-mêmes, que c'est pas moi qui force quoi que ce soit, parce que je ne parle plus de cette wishlist depuis 2 ans. Le seul endroit où on parle de la wishlist, il y avait le petit cadre About sur Facebook, où j'avais mis l'adresse de ma wishlist, mais enfin, avec marqué wishlist devant et c'est tout quoi. Et juste avant, il y avait tous les liens vers cinéphile.info et tout le bordel quoi. Et le Twitter et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, je n'ai jamais appuyé sur ce truc-là, ce truc était caché quelque part uniquement sur la page Facebook de mon site, et quand même, j'ai reçu tout ce que vous allez voir là, et vraiment, je vois les 3 piles, là, et je me dis que quand même, il y a un peu d'abus. Mais, allez, on va dire que je mérite. Allez, je mérite. J'ai fait du bon boulot cette année. Allez. Bref, voilà. Si vous trouvez que c'est honteux, bah écoutez, allez vous faire foutre. Tant pis, maintenant que je vais affirmer, de toute façon, pas grave. Hein, et moi, je vais remercier tranquillement tous ceux qui ont voulu m'envoyer un petit cadeau. Alors, comme à chaque fois, je ne sais pas si vous voulez que je dise vos noms, prénoms complets ou vos pseudonymes, etc. Donc, je vais dire juste un prénom ou juste un pseudo s'il y en a un. Anthony m'a offert l'Odyssée de Pi 3D en Blu-ray. J'ai pas encore de télé 3D, mais quand j'en aurai une, j'en ai déjà quelques-uns qui vont pouvoir fonctionner dessus. L'Odyssée de Pi, voilà, j'en ai parlé vite fait avec Walter Mitty tout à l'heure. Ça, c'est une vraie invitation au rêve. Ça, c'est de l'image de l'image féerique et un truc vraiment intéressant. Un film très très beau, très profond, et vraiment, encore une fois, je trouve que la question de fin retourne tout. Enfin, même moi qui suis plutôt très décidé en fonction sur ce que je crois ou non, vraiment, je me suis surpris à douter à la fin. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé l'Odyssée de Pi, c'était très très gentil. Alors, chose assez rare, en plus, c'est que ce n'est que le deuxième que je vous montre. Virginie, une fille, vraiment très peu de filles, hein, je vous rappelle, vous êtes 14 même, c'est passé à 14% de public féminin sur YouTube, depuis que je l'ai dit, je crois qu'il y en a 1% qui n'a pas aimé. Qui m'a offert, mais qui a retué Pamela Rose, parce que quand Cad et Olivier arrêtent de faire des safaris en Afrique et des choses genre là, et ben ils refont des films qui sont plutôt rigolos. Cela dit, j'ai pas vu Safari, mais c'est parce que j'ai un peu peur. Qui a retué Pamela Rose, voilà, enfin, c'était une vraie comédie, à nouveau, en salle française. Comédie bien poussée, comédie à la Canal+, certes, mais vraiment, enfin, à nouveau, une vraie comédie. Dans la lignée de La Cité de la Peur, des choses genre là. Pour moi, c'est les seuls à faire des choses aussi drôles que ce qu'avaient fait les nuls à l'époque. Je suis très humour Canal+. Et voilà, c'était une des très bonnes sorties de quelle année d'ailleurs? De 2011. Et oui, c'est pas tout récent. C'était une des très bonnes sorties de 2011. Alors celui-ci aussi m'a été offert par une fille qui s'appelle Marine. Comme quoi, vraiment tout arrive. Il est encore sous cellophane, parce que c'est ma méthode pour voir ceux que j'ai réussi à voir ou pas. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je les sors pas tous du cellophane, j'ai pas tous le temps de les voir direct, donc je les garde sous cellophane pour voir ceux que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Celui-ci, du coup, ça va faire rigoler. Le coffret intégral Jacques Tati. Oui, je ne l'ai pas encore regardé, mais n'empêche, il est là. Et il y en a d'autres que j'ai regardé à la place qui m'ont empêché de le regarder, je vais y venir dans quelques instants, quand vous allez voir ça, vous allez aussi fermer vos gueules. Mais, Jacques Tati, très grand réalisateur français. Des films avec des trouvailles absolument géniales, que ce soit Playtime, Les Temps Modernes, tout ce qui s'ensuit. Et en plus là, tous remasterisés, y compris, alors je crois que c'est mon oncle, qui a 36 versions différentes, qui a une version noir et blanc restaurée, une version colorée à la main restaurée, une version... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont... ou Les Vacances de Monsieur Hulot, peut-être. Enfin, il y en a un qui a plusieurs versions différentes, et c'est le coffret ultime à avoir. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le regarder, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu débordé, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais je vais regarder, et merci beaucoup Marine pour me l'avoir offert, parce que ça, c'est du beau coffret et du beau truc, quoi. Pour un cinéphile, ça fait du bien. Alors, celui-là, il est très gentil, parce que c'est Laurent qui m'a envoyé Philomena, je viens d'en parler dans mes tops, pour me remettre de Eastern Boys. On peut mettre des petits messages, enfin on pouvait mettre des petits messages dans les messages,
Et il m'avait dit, tu semblais un peu énervé après Eastern Boys, voici un petit bijou que tu pourras revoir avec joie. Donc c'est gentil de m'envoyer ça pour me remettre. Et effectivement, ça m'a permis de me remettre de Eastern Boys parce que oui, je me le suis rematé 5 fois d'affilée, je crois, quand je l'ai reçu. Il est magnifique, il est sublime. Enfin, ce film est extraordinaire. Donc merci infiniment Laurent, ça m'a bien remis de Eastern Boys, vraiment. Alors lui, il a 2 prénoms comme nom, donc ça va être compliqué. Donc je suis navré si je prends le mauvais, mais en principe, le prénom revient en dernier. Vincent m'a offert No Pain No Gain, le film d'auteur de Michael Bay. Vraiment santé auteur, parce que tous ces films, Michael Bay est un auteur, c'est ce que je vous ai prouvé avec Pourquoi j'ai raison de tort sur lui cet été, mais ça c'est son vrai film d'auteur, qui est assez intéressant, assez rigolo, plutôt sympathique à regarder. Évidemment, l'affiche avec une grosse bombasse et 2 mecs avec des lunettes de soleil, ça a l'air d'être un truc débile à la Michael Bay de base, quoi. Il se trouve que non, en fait, c'est beaucoup plus recherché que ça, et que tout ça est très caricatural. La blondasse, elle est vraiment blondasse, elle est vraiment très con, et il le montre pendant tout le film. Tout le film, en fait, c'est le personnage de Mark Wahlberg qui prend tous les clichés américains et montre à quel point ça marche pas bien, en fait. Bref. Vraiment, c'était un très bon projet, une très belle idée de la part de Michael Bay, avec des trouvailles très intéressantes. Il y a tout un champ contre champ qui est tourné à la GoPro dans la bagnole, et qui passe très bien pour le coup, parce que lui, encore une fois, lui, crados son image de A à Z. C'est-à-dire que même ses plans de nuit sont surexposés. Ça, c'est un truc génial. Quand je me suis rendu compte de ça avec Michael Bay, je me suis dit, c'est fou que ce soit une intention de réalisation poussée à ce point-là. C'est que même une scène de nuit est surexposée. Il faut que son image soit surexposée. Michael Bay aime l'image surexposée, donc il faut que ce soit surexposé. S'il y a une source de lumière quelque part, elle sera surexposée, ça c'est pratique. Mais il fait... Qu'est-ce qu'il tourne du coup de nuit, c'était le... Il y a une scène juste devant, à la sortie d'un bar, ou d'une boîte de nuit, donc il y a quelques néons par-ci par-là, ou un truc dans ce genre-là, mais genre, le côté droit de Mark Wahlberg est blanc, mais cassé, quoi, il n'y a plus rien, on est en pleine nuit noire, il n'y a pas de lumière, il y a quasiment que dalle, il est surexposé. C'est assez fou de voir quand même jusqu'où ce mec a des intentions de réalisation. 1. On poursuit un peu dans le même thème. Nicolas m'a offert White House Down, dernier Roland Emmerich qui était sorti en 2012 ou 2011, 2013. Oui, bah oui, 2012, il pouvait pas. Encore une fois, alors, il y en avait 2 à être sortis. Il y avait... alors, c'est con parce qu'ils ont quasiment La chute de la Maison Blanche, en français, et White House Down pour la traduction ici. Et c'était Phoenix Down, je crois. Olympus Has Fallen en version originale, l'autre film qui était sorti, et White House Down toujours en original. Olympus Has Fallen, qui a été donc retraduit la chute de la Maison Blanche en France, était une grosse merde. C'était très très mauvais. Le scénario avait ni queue ni tête, les enjeux étaient pas du tout là où ils devaient être, les personnages étaient pas intéressants, alors qu'en plus il y avait Aaron Eckhart dans le rôle principal, ça aurait pu donner un bon truc. Vraiment, c'était très mauvais. Et du coup, celui-là, il est sorti 6 mois après, tout le monde s'est dit « Oh, c'est la même chose, donc on va pas aller le voir. En plus, c'est Roland Emmerich, donc ça va être de la merde. » Oui, sauf que c'était celui-là qui était bon. Pas de bol, hein, c'est celui qui est sorti après. Marc m'a offert L'étrange pouvoir de Norman, dont je vous ai donc parlé rapidement, avec une belle digibox en plus, dont je vous ai parlé rapidement dans le classement, le top que je viens de vous faire. Il y a un petit truc juste à la fin que je trouve très rigolo, mais toute l'histoire est plutôt rigolote parce que le film est vraiment intelligent. Toute la base, c'est que Norman voit des morts et que pendant une nuit, les morts vont essayer de revenir sur Terre. Donc ça, c'est la base. Et en fait, le film prend un rebours tout ça, prend un revers tout ça, c'est-à-dire que ce qu'on pensait être mal est finalement peut-être un bien, ce qu'on pensait être bien est peut-être finalement un mal. Et à propos de mal, de mal, M-A-L-E, alors ce personnage-là, je vais vous le montrer là ici, là, le gros, pendant tout le film, est pourchassé par la blonde qui est là et qui a envie de le mettre dans son lit, etc. Donc c'est plutôt rigolo déjà à la base d'avoir un personnage un peu olé olé dans un film pour enfants, ça rappelle un petit peu les Harry Potter. Mais du coup, pendant tout le film, elle lui court après. Et à la fin du film, au dernier moment, elle regarde un truc, elle fait « Ah ouais, c'est beau », et lui, il arrive à côté, il fait « Ouais, je pense que mon copain, il devrait bien aimer aussi ». Et c'est ça qui est judicieux dans un film pour enfants, c'est... Non, c'est pas un personnage gay qui est le personnage principal, ou un personnage gay qui te fait un grand discours ou un grand truc. C'est juste une blague. Mais du coup, voilà, ça devient ton quotidien. Un personnage gay, c'est plus un truc sur lequel on est obligé de se... Excusez-moi, j'ai des poils de chat partout. C'est plus un truc sur lequel on est obligé de se centrer parce que ça devient forcément, obligatoirement, parce que c'est gay et parce que c'est rare, le sujet central. Ça devient juste une petite blague.
Je trouve ça tellement plus sain que l'amour, la chose la plus belle du monde est l'amour d'une femme. C'est voilà, et toute la résolution de l'histoire est vraiment très intéressante. Il fait des choses très très intelligentes et la morale du film est vraiment très très belle. Enfin vraiment, c'était un film à la fois magnifique visuellement parce que l'animation est incroyable et avec un scénario très très poussé. Donc merci beaucoup de m'avoir offert ça, Marc. Ça m'a fait très très plaisir. Robin m'a envoyé Les Garçons et Guillaume à table, qui était le gros succès déjà au César l'année dernière, mais qui était un de mes films préférés aussi parce que vraiment j'ai adoré aussi ce film-là. C'était typiquement un film qui était créatif, qui était neuf, qui était un peu différent. Et un vrai beau projet de cinéma avec des vraies intentions de réalisation, ne serait-ce que savoir qui joue Guillaume Gallienne quand il joue sa propre mère et qui se joue lui-même. Je crois que il y a des répliques dans ce film qui sont absolument géniales, qui sont vraiment marquantes, et que il y avait une leçon qui était plutôt intéressante, que je trouvais assez originale et pas souvent vue. Donc vraiment, j'ai adoré ce film. C'était un très bon moment à passer en salle et bien content de pouvoir le passer aussi à la maison. Pour mon anniversaire, donc merci encore plus, Didier m'avait envoyé le Blu-ray de Crying Freeman, qui était le premier film réalisé par Christophe Gans, juste là. Christophe Gans qui a donc réalisé Le Pacte des Loups, Silent Hill et dernièrement La Belle et la Bête. Crying Freeman est une adaptation d'un manga. J'espère que c'est pas un manhwa, mais un manga qu'il a adapté, mais presque case par case. C'est un peu ce qu'a fait Zack Snyder avec Watchmen. Il l'a vraiment fait tel que dessiné, pour le porter directement à l'écran. Un casting très très étrange, parce que du coup, c'est Marc Dacascos qui joue le personnage principal, et il y a... comment il s'appelle déjà donne-moi ton nom. Tu as des personnages principaux quand même, merde. Tchéky Karyo, voilà. Excusez-moi. Donc Tchéky Karyo qui joue aussi un des rôles principaux, enfin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film? Moi c'est ça que je trouve vraiment fascinant avec ce réalisateur déjà, parce que Christophe Gans c'est un mec qui fait ça à beaucoup de ses films, mais avec ce film-là en particulier, on a l'impression que ça n'a pas de sens, quoi. Qu'est-ce qu'un tueur mafieux, enfin un tueur de la mafia japonaise, a à voir avec Tchéky Karyo, qui je crois est français. Non, il bosse pour Interpol, je crois, mais... Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film, je dois vous l'avouer, je l'ai vu, hein, je l'ai revu pourtant, mais c'est vrai qu'il m'a pas spécialement marqué. C'est pas une histoire, l'histoire vraiment qui me fait rentrer dans le film, c'est vraiment visuellement, quoi. C'est le truc est un vrai plaisir pour les yeux. L'histoire, cette histoire de mafieux, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais j'arrive quand même à être dedans parce que il y a pareil une atmosphère et une ambiance qui est parfaitement travaillée et qui permet de passer outre, on va dire. Mais Didier ne m'a pas offert que ça, parce que certes, je n'ai pas eu le temps de regarder le coffret Jacques Tati, mais j'ai regardé celui-là en attendant, qui est juste génial aussi, coffret absolument magnifique. 15 films, les 15 films que Hitchcock a fait avec Paramount. Paramount, hein, pas Warner Bros. Vérifions ça très très vite parce qu'il y aura forcément un logo quelque part. Universal, donc évidemment, j'en ai cité deux, c'était pas les bons, c'était le troisième. Il est juste magnifique, c'est un très beau coffret collection avec tous les films présentés les uns après les autres, un petit résumé, etc. Alors je trouve que le système est pas très très bien pensé parce que c'est un système de pochette, donc on met un peu les doigts dessus en les sortant, je trouve pas ça très très bien, mais en soi le coffret est génial, les films sont géniaux et sont à voir au moins une fois. Ça m'a permis de me rendre compte que je suis vraiment pas si fan que ça de Hitchcock, il n'y en a pas tant que ça qui m'ont vraiment marqué. Dans ceux qui sont dans ce coffret-là, évidemment il y a les plus connus, hein. Il y a Psychose, il y a Fenêtre sur cour, des choses comme ça, mais dans ceux vraiment qui sont dans ce coffret que j'avais pas vu avant, celui que j'ai adoré c'est Marnie. Qui apparaît pas ici d'ailleurs. Pourquoi il apparaît pas ici, Marnie? Ah si, pas de printemps pour Marnie, voilà. Vraiment, c'est Marnie, je l'ai trouvé absolument génial parce que c'est... je suis sorti du film, je ne savais pas si j'aimais les personnages ou pas. Ils sont tellement ambivalents qu'ils sont à la fois des trous du cul et à la fois des personnages ultra appréciables. L'un comme l'autre, aussi bien le mec, joué par Sean Connery, me semble-t-il, et que la fille,
ils sont aussi détestables qu'appréciables. Et je trouve ça incroyable, enfin, à quel point c'est bien géré. C'est filé tout au long du film. Là, on voit le master of cinéma pour le coup. Merci à Anthony d'avoir eu l'esprit de m'envoyer le coffret Twilight que j'avais ajouté en toute sincérité. Il y a des films de Twilight que j'aime bien revoir. J'aime bien revoir le 3 en particulier. Et je me pense que je me referai le 5 un jour ou l'autre. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Parce que voilà, enfin, c'est pas bon. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des trucs drôles ou sympas ou des trucs qui peuvent nous marquer, quoi. Il y a des scènes qui m'ont un petit peu marqué. Il y a évidemment une scène qui fait mourir de rire, c'est dans le 5e film, c'est le rire de Harrow. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est absolument formidable. Au cas où on n'en ait pas parlé, je vais vous faire une magnifique imitation, mais il y a Harrow qui est joué par je sais plus comment s'appelle cet acteur, mais qui est ultra connu et qui a eu un Oscar pour avoir joué Tony Blair dans The Queen, je crois. Pas un Oscar du coup, peut-être un BAFTA du coup. Mais je sais plus comment il s'appelle, mais il voit la fille de Renesmee. Ce nom pourri. Il voit Renesmee dans la neige, et quand il la voit, il a une espèce de... Je sais pas, il y a deux neurones qui se séparent, ou une fission atomique dans sa tête, et il la voit et il fait... Ah, une espèce de cri comme ça. Ce que je viens de faire lui rend pas du tout honneur, ça rend encore plus surprenant et étrange. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont très rigolos à voir dans Twilight, et pour ça j'aime bien l'avoir en coffret, quoi. Pour avoir accès comme ça, au cas où, si j'en ai envie. Ouais, c'est rigolo des fois. Gauthier m'a offert un film un peu particulier, qui pourra surprendre beaucoup d'entre vous. C'est même pas un plaisir coupable, parce que je trouve vraiment que c'est un bon film. Virus, avec Jamie Lee Curtis, réalisé par John Bruno, qui est un responsable des effets spéciaux en principe, qui a fait les effets spéciaux, qui a été responsable des effets spéciaux de quasiment tous ces films-là. Justement, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que celui qui a réalisé ce film-là, il a fait les effets spéciaux de ceux-là aussi. C'est évidemment un scénario de série B ultra basique. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi c'est marqué en allemand sur le truc, c'est parce que c'est un apport allemand. Le film n'est sorti en Blu-ray qu'en Allemagne. Donc vous avez tout le générique en allemand si vous avez envie de vous amuser à le lire. Le générique, le résumé qui est derrière. L'histoire, c'est qu'il y a un espèce de virus informatique conscient qui alien, un virus informatique alien avec une forme d'intelligence qui est arrivé sur Terre sur un bateau de l'armée par l'intermédiaire des satellites et qui a contaminé tout le système informatique du bateau. Et en fait, cette conscience extraterrestre, virus, développe sa propre forme de vie en fait. Et commence à développer son armée pour annihiler les humains et envahir la Terre ou un truc dans ce genre-là. Et tout se passe dans un bateau qui est retrouvé par hasard en mer par je ne sais plus qui. Je crois qu'ils sont envoyés là-bas justement pour retrouver le bateau parce qu'ils ont perdu contact. Ou je crois qu'ils sont perdus à cause d'une tempête ou d'un nuage ou un truc dans ce genre-là. C'est juste des pêcheurs, Oui, c'est ça. C'est juste des pêcheurs, ils sont perdus dans une tempête et ils retrouvent le bateau. Et ils vont se retrouver confrontés à toutes les créatures qui sont dedans. Vous avez un petit aperçu vite fait avec l'affiche. C'est de l'action science-fiction gore. Un petit peu côté Dead Space. Pour ceux qui ont essayé le jeu vidéo Dead Space, il y a un petit côté de ça. Ça ressemble un petit peu à Dead Space. C'est un gros délire. Moi, je vois ça, je trouve ça génial. Moi, des êtres humains avec des machines qui leur sortent des bras et des machins qui leur ont mis la tête à l'envers. Je trouve ça génial. J'adore ce genre d'image. Un petit côté Clive Barker, un peu. Clive Barker est trop gore pour moi, cela dit. C'est trop sanguinolent. Mais il y en a d'autres que j'aime bien et... Non, ouais, celui-là, j'arrive même pas à dire que c'est un plaisir coupable. C'est vraiment... Oui, le scénario est un peu basique, mais... Why not? Je sais pas, enfin, ça peut paraître crédible. Avec 3 quarts d'alcool dans le sang, 3 quarts d'alcool dans le sang, un truc comme ça peut être crédible. Ensuite, merci Olivier pour le Blu-ray de Pacific Rim. Pas dire grand chose de plus sur le film. Voilà quoi, faut regarder Pacific Rim. Sinon vous avez gâché votre vie. Merci à Mylène également qui m'a offert une de mes bonnes surprises de 2013 qui était Warm Bodies. Twilight avec des zombies. Qui n'est pas Twilight avec des zombies, qui est beaucoup plus intelligent que ça, et qui était très très bien foutu, très bien pensé, la métaphore était intelligemment trouvée. Le zombie en tant que tel ne sert à rien. Le zombie en tant que tel est un monstre. Le zombie sert à quelque chose. Le zombie dans les films de zombies de Romero servait à illustrer la population, le consumérisme, l'aspect foule qui grouille et le consommateur, quoi, consumériste, d'ailleurs le 2 se passe entièrement
dans un magasin grâce à ça. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser le zombie en tant que vecteur de relations sociales. L'idée, c'est de dire que on est des zombies sur nos portables en train d'appuyer toute la journée, on se parle pas dans la rue, on a du mal à créer des relations sociales, ça devient de plus en plus compliqué de parler à un autre être humain, alors que bizarrement, ça doit être encore plus simple. Donc du coup, oui, je trouve que Warm Bodies a quelque chose de vraiment intéressant à apporter et que le film était plutôt bien fait. Celui-là va ouvrir quelque chose, et c'est Julien qui me l'avait offert, c'est My Movie Project. J'ai fait un pourquoi j'ai raison d'être dessus entier, donc je pense que ça ne sert pas à grand chose de revenir dessus. Voilà. Merci énormément, parce que c'était... d'ailleurs, c'est grâce à ton Blu-ray que j'ai pu faire mes rips et faire ma vidéo. Mais donc merci de me l'avoir envoyé, du coup, grâce à ça. Mais oui, merci beaucoup de m'avoir envoyé la vidéo, parce que c'est vraiment un film qui a pris tellement cher pour que dalle. Enfin, vraiment. Juste parce que c'était pas le bon public, quoi. Célia m'a offert quelque chose qu'on m'offre assez rarement parce que j'en demande assez rarement. J'ai des goûts musicaux assez peu développés. Et donc, j'ai pris le Blu-ray de Placebo, un des derniers lives de Placebo. Parce que j'adore Placebo, comme tous les dépressifs chroniques à moitié artistes. Et du coup, voilà, j'aime bien Placebo. J'aime bien Indochine aussi, d'ailleurs, histoire de bien remettre une couche. Donc voilà, c'est pas tout ce que j'aime. J'aime beaucoup d'autres choses. Par exemple, la dubstep ou des trucs dans ce genre-là. Mais voilà, j'aime bien Placebo. Et donc, merci beaucoup, Célia, parce que je pensais pas que quelqu'un aurait l'idée de me l'offrir. Merci d'avoir eu l'idée. Gauthier m'a aussi offert un autre film. Alors, ça va être très intéressant d'en parler de celui-ci. Le tombeau des Lucioles. Parce que tous, là, vous êtes tous en train de prendre vos mouchoirs. Et moi aussi, à la base. Et j'ai revu le film du coup, puisqu'il est pas sous cellophane. A priori, c'est que j'ai revu le film. Je n'arrive plus à aimer ce film. C'est catastrophique, mais maintenant, quand je vois le personnage principal, quand je vois l'histoire, tout ce que je me dis, c'est « tu l'as bien mérité, petit con, bouge ton cul ». Et c'est marrant parce que, renseignement pris, Takahata, heureusement que son nom est marqué en gros dessus, sinon je l'aurais cherché pendant 3 heures. Takahata avait déclaré que ce qui l'avait intéressé, son angle d'attaque pour le tombeau des Lucioles, c'était de montrer la bêtise de l'adolescence. Je vous ai dit il y a peu de temps que j'aimais pas la jeunesse, là je parle de bêtise de l'adolescence. En gros, si vous avez moins de 15 ans, vous pouvez mourir, ça m'intéresse pas. Le 16, on va dire plutôt. Parce qu'en fait, c'est un petit con. C'est un branleur, ce héros. C'est ça le problème. C'est que... il prend que des mauvaises décisions. Tout le scénario de ce film est basé là-dessus, c'est que ce petit con ne prend que des mauvaises décisions pour lui et sa sœur, qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, qu'il se croit comme un fier, qui va réussir à sortir tout seul, et c'est à cause de lui tout ce qui se passe. Et du coup, alors oui, je suis triste pour ce qui se passe à sa petite sœur, mais lui, j'ai juste envie de lui mettre 3 torgnoles, quoi, et pendant tout le film, pas juste à la fin quand ça se produit, mais pendant tout le film. C'est quand il vit chez sa tante, et qu'il s'en va en disant ouais, elle est pas sympa, elle veut que je bosse, etc. Bah oui, elle veut que tu bosses. Branleur, t'as 15 ans, c'est la guerre partout, on a besoin de mains partout. Qu'est-ce que tu fous oh, j'ai juste envie de rester au lit et de m'amuser avec ma petite sœur. Petit con. Aller-retour, droite-gauche, et puis tu vas te battre avec une baïonnette. J'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose, mais maintenant, du coup, j'arrive plus à le supporter, quoi. Je trouve ce personnage détestable. Il est la cause de tous ses propres malheurs. J'arrive plus à articuler, mais c'est fou. J'ai complètement changé de point de vue sur ce film. Alors, j'aime bien toujours le revoir parce qu'il est magnifique, l'animation est formidable, mais puis il est tragique, quand même. Mais je déteste le personnage principal. C'est marrant, hein, comme le point de vue sur un film peut complètement changer du tout au tout au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Ensuite, Clément m'a offert Demain ne meurt jamais, un James Bond de Brosnan, puisque Brosnan est mon James Bond préféré. J'aime beaucoup ce que fait Daniel Craig, mais Brosnan est mon James Bond préféré. Et j'attends de les avoir tous, donc j'ai GoldenEye, celui-ci, et puis Le Monde ne suffit pas, et le dernier, enfin le James Bond 20 là qu'ils avaient fait pour Die Another Day, Meurt un autre jour. Voilà, donc j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Je crois qu'il m'en manque un encore, je ne sais plus, vous allez me dire dans les commentaires. Là en tête j'ai plus le nombre de films que Brosnan a fait, mais voilà, c'est les Brosnan que j'aime bien, et donc merci de m'avoir offert celui-ci. Je sais plus si j'en avais parlé ou pas, au cas où je vais en reparler vite fait. Il y avait quelqu'un dont je ne connaissais pas le nom, parce que c'était marqué New York City sur la fiche d'achat, donc je pense pas qu'il s'appelle New York City, qui m'avait offert The Bay. Il me semble que j'en ai pas vraiment parlé sur ma vidéo de l'année dernière. The Bay qui n'est pas un film d'horreur, c'est un docu-fiction,
angoissant, mais c'est un docu-fiction, ce n'est pas un film d'horreur. Il a été mal vendu à cause de ça, et il était dans mon top en fait, surtout, il était dans mon top de l'année dernière, et quelqu'un me l'a offert, donc merci beaucoup, parce que je n'ai pas son nom du coup, mais c'est vrai que c'était un des très bons films que j'avais vu, et il y avait un potentiel angoissant là-dedans qui est très très bien, mais pas parce que le film essaye de se rendre angoissant, simplement parce que ce qui est montré est angoissant. Enfin, on se dit, si ça devait arriver, je n'ai pas envie que ça arrive. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, et mauvais succès parce que mal vendu. Enfin, vous voyez l'affiche ce qui a marqué là comme accroche, quoi, Paranormal Activity, Insidious. Évidemment que les mecs qui vont voir ça, ils s'attendent à voir un film d'horreur, quoi. Quand ils tombent sur un docu-fiction avec juste une nana qui filme, ils comprennent pas trop et ils disent que c'est de la merde, parce qu'ils ont pas peur. Normal. Dimitri m'avait offert quelque chose d'assez rigolo, puisqu'il m'a offert le film qu'a réalisé le directeur de mon école, qui était sur ma wishlist, hein, donc c'est normal, Jérôme Enrico, c'est le directeur de l'ESSEC. Paulette, donc réalisé par Jérôme Enrico, et écrit par 3 élèves de l'ESSEC, 3 anciens élèves de l'ESSEC, comme moi, et qui a fait un bon petit succès, puisqu'il a fait c'est 1,2 million de spectateurs. Ils sont du coup en train de préparer les suivants, et je suis pas très fan de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Mais Paulette était un vrai bon petit film, une vraie petite bouffée d'air frais, un truc assez sympa. La réalisation est pas extraordinaire, parce qu'il a pas une réalisation sensationnelle, mais c'était ça faisait du bien, c'était rigolo, c'était léger, c'était un sujet qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans les films français. Et bien traité plutôt. Évidemment, ça ressemble un peu à Saving Grace, mais ça ressemble à tous les films qui ont pour sujet ça, c'est-à-dire une nouvelle génération qui s'approche du sujet d'une ancienne génération, une ancienne génération qui s'approche du sujet d'une nouvelle génération. Voilà, donc merci beaucoup à toi, et merci à mon directeur d'avoir réalisé le film. Charles m'avait offert un film sur lequel vous me demandez très souvent mon avis, ce qui va être enfin l'occasion de le donner, L'Effet Papillon. Alors non, je n'ai pas vu les 3, parce que pas plus intéressé que ça. Enfin, pour moi, c'est une histoire qui est finie. Enfin, après, du coup, c'est juste d'autres films sur les voyages dans le temps, alors pourquoi les appeler L'Effet Papillon? L'Effet Papillon, j'aime beaucoup, mais surtout la fin. C'est con, hein, mais la fin producteur, la fin cinéma. Je trouve que la fin des réalisateurs, la Director's Cut, n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que elle n'est pas obligatoire. C'est ça le truc, c'est que avec tout ce que le scénario a développé, avec tout ce qui a avancé comme ça dans le scénario, et c'est pour ça que la fin qui a été choisie par le producteur me paraît beaucoup plus logique. Celle d'origine est plus forte, entre guillemets, mais ça va tellement loin. Je veux dire, c'est le seul moyen pour que ça aille plus loin, c'est que le fait de mourir aurait pu sauver en même temps une dizaine de bébés chatons, enfin un truc dans ce genre-là, quoi. C'est tellement gros, enfin ça se voit que c'est pour faire une fin waouh, enfin faire une fin qui va choquer les gens, un truc dans ce genre-là, et pas parce que ça a du sens. C'est pour faire oui, on a à la fin on a envie que notre personnage meure, mais c'est pas nécessaire. Il y a pas de raison. Il y a aucun sens. Enfin, pourquoi? Il y a d'autres façons de le résoudre. Justement, celle qu'il fait dans le film, qui a un autre sens et qui est beaucoup plus intéressante et qui, je trouve, est beaucoup plus forte, parce que vivre en se réfrénant toute sa vie d'aller voir une nana, c'est beaucoup plus fort, je trouve, comme sacrifice, que de se sacrifier complètement. Parce que tu te sacrifies complètement, au final, bah du coup, t'existes plus. Donc, bon, on s'en fout. Mais le mec qui décide, si, je vais continuer à exister, mais je vais me forcer à ne jamais rencontrer cette nana-là alors que c'est l'amour de ma vie, parce que je suis négatif pour elle, ben là, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Et c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, la fin d'origine, non, enfin c'est... Là, à la fin, on va faire mourir notre personnage. Ça fait vraiment ça, quoi. Je montre les 2 réalisateurs, parce que je crois qu'ils sont 2 en plus. Comme de Gogol, mais vraiment, c'est bateau comme fin, quoi. C'est candide. C'est... Ah, c'est nul. Non, vive la fin producteur, quoi. Didier m'a offert The Bling Ring, dernier film de Sofia Coppola, donc que j'avais abordé dans ma rétrospective sur Sofia Coppola. J'avais pas abordé le film, mais j'avais abordé Sofia Coppola dans sa rétrospective il y a 1 an ou 2, je crois, je sais plus quand est-ce que je l'avais fait cette rétrospective. Donc voilà, merci beaucoup, parce que moi je l'avais beaucoup aimé, Bling Ring. Je trouve que c'est pas son meilleur film, mais c'est parce que c'est pas ses meilleurs personnages. Ses personnages sont assez détestables dans ce film-là, et c'est un peu ce qu'elle a envie de prouver. Du coup, on s'attache pas à ces personnages, et comme on a l'habitude de s'attacher aux personnages de Coppola, c'est vrai que ça surprend. Mais moi, je l'avais plutôt bien aimé. Et il m'a offert également, alors ça c'est pour le délire, et c'est cool, parce que quand ils font des Blu-ray de ces choses-là, généralement, elles sont de bonne qualité. Vous connaissez tous ces 2 films.
Ces deux films sont à mourir de rire, et ces deux films sont sortis en Blu-ray, avec des très beaux masters, très bien remasterisés. Il y a Wayne's World aussi, qui est un de mes films préférés, qui est sorti pareil avec des très beaux Blu-ray, avec des très beaux masters, et avec tous les bonus intégrés dans les versions DVD. Donc dans le premier, c'est génial, il y a un making-of, mais comme c'est un making-of cheap, parce que c'est Hot Shots, alors comme c'est Hot Shots, ils se la pètent et ils arrêtent pas de dire qu'ils ont fait un film sensationnel. Pour eux, ils viennent de réaliser Top Gun et non pas Hot Shots. Et ils font tout le making-of entièrement doublé par une voix espagnole non sous-titrée, parce qu'ils n'avaient pas assez de thunes pour se payer un vrai doubleur, et pas assez de thunes pour se payer des sous-titres, donc ils ont fait le doublage par un espagnol. Même le making-of est drôle, quoi. Vraiment très très bien. Je vous conseille ce coffret-là, il y a les deux films dedans, vraiment de bonne qualité. J'ai reçu de la part d'encore un Didier, Le Terminal, de Steven Spielberg. Spielberg, c'est marrant parce qu'il a des phases. Je me souviens d'avoir vu une interview de lui quand il avait sorti Le Terminal, il disait c'est marrant, je fais des films par deux. J'ai fait deux Indiana Jones? Non, il a pas fait que deux Indiana Jones, justement. Ah bref, il disait j'ai fait deux Jurassic Park, j'ai fait E.T. et je sais plus quel autre film sur les enfants et les extraterrestres. Non, j'ai fait E.T. et Rencontre sur la type, et j'ai fait Le Terminal et Arrête-moi si tu peux. C'était sa phase comédie à ce moment-là, donc Le Terminal que je trouve vraiment très drôle, plutôt bien fait, avec des messages plutôt intéressants. Une belle dénonciation de la folie bureaucratique et à quel point ça n'a pas de sens, mais aussi de plein de choses assez sensationnelles, donc plutôt drôle et plutôt intéressant. Et pour rester dans le thème Spielberg, oh, c'est pas bien, j'aurais pas dû dire ça. En plus c'est la première, ça marche même pas comme blague, donc non seulement la blague était mauvaise, mais en plus elle était raciste. Non seulement bref. Apocalypse, les magnifiques documentaires réalisés par Isabelle Clarke et Daniel Costel, qui reprennent donc des images d'époque des guerres mondiales. Ils en ont fait un également sur Hitler, que j'avais reçu l'année d'avant, je crois. Et j'adore tous ces documentaires. Enfin, vraiment, je les ai tous, du coup. Seconde Guerre mondiale, Hitler et Première Guerre mondiale. C'est fascinant à voir. De voir les mécanismes qui permettent à ces modes de pensée d'arriver au pouvoir et de voir comment est-ce que... Moi, vraiment, ce qui me fait peur quand je regarde ça, c'est de tirer les parallèles entre l'histoire qui se passe à cette époque-là et ce qui se passe à notre époque. Là, ça fait très 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 peur. Quand on se fait l'intégrale de ça, en essayant de repenser à ce qui se passe avec la Corée, avec Poutine, avec tout ça, on se dit... Ouais... Je sais pas si on va tous terminer 2015. Alors excusez-moi, je viens de bugger, parce que je viens de me rendre compte que le prochain Blu-ray a été offert par quelqu'un qui a le nom de mon premier petit copain, et c'est pas un nom courant. Donc c'est quand même bizarre. Merci Elric, c'était le nom de mon premier copain, de m'avoir offert Dungeon, le premier film de Joseph Gordon-Levitt. Donc, qui était un film sur ce personnage donc qui s'appelait Don et qui drague et est un peu obsédé par le porno, qui rencontre cette espèce de femme de sa vie parfaite, ultime, qu'est Scarlett Johansson, et rencontre à côté Julianne Moore, qui va lui faire plus ou moins comprendre que c'est peut-être pas tout à fait son idéal féminin, Scarlett Johansson, et que peut-être que même lui, ses idéaux de vie ne sont pas exactement ce qui lui plairait. C'était vraiment très, très intéressant. Je trouve toujours que la fin est un peu dommage, un peu gâchée par le choix de traitement, mais bon, je suis à peu près le seul à voir ça en plus, donc tant pis, on va dire que je suis tout seul dans mon coin, et puis que c'est un bon film. Mais merci Elric. Anis m'a envoyé ce coffret absolument monstrueux du dernier film de Jean-Pierre Jeunet. Alors, il a pas fait d'entrée en salle, mais il prend 5 places dans les rayons de linéaire de la Fnac. Il est quand même énorme. C'est donc voilà, l'extravagant voyage du jeune et protégé de T.S. Pivette, dernier film réalisé en 3D par Jean-Pierre Jeunet. Encore une fois, quand j'aurai la télé 3D, je pense qu'elle va griller dans les 2 jours, parce que le nombre de Blu-ray que je vais passer dessus, ça va être catastrophique. C'est magnifique, enfin vraiment au niveau du traitement de l'image, traitement 3D, c'est magnifique. Et j'avoue, en l'ayant revu, l'histoire est bon, elle est particulière surtout. Hein, c'est vraiment ça le truc, c'est que c'est très bizarre de gérer cette frontière très très floue entre quelque chose d'enfantin, un peu candide, un peu joyeux, et en même temps de ne pas avoir cette projection un peu adulte derrière qui nous dit qu'il y a quelque chose un peu bizarre qui se passe et qu'il y a quelque chose un peu pas logique. Mais si on rentre dans l'univers de Jeunet, enfin c'est magnifique. L'univers de l'auteur de base, parce que c'est un roman à la base, et c'était, enfin vraiment techniquement c'est magnifique. Une démonstration technique de machinerie et de tout ce qu'on peut faire. La 3D est incroyable, c'est la meilleure 3D que j'ai vue de ma vie, même avec des films récents. Enfin c'est... Voilà, donc merci beaucoup Anis. Olivier m'a envoyé La vie d'Adèle, qui était un des gros cartons de 2013.
Et vraiment, je suis encore surpris, mais même en le revoyant, ce film passe tout seul. C'est fou quand même, un film de 3 heures avec un réalisateur un peu caractériel derrière. Enfin, vraiment, je vois pas le temps passer quand je vois ce film. Je trouve les personnages tellement attachants. C'est fou, hein, mais je les vois en train de se draguer, je les vois en train de se charmer, un truc dans ce genre-là. Je les trouve ultra mignons. Je les trouve tellement attendrissants, tellement attachants. C'est au tout début, quand elle est dans le bus et qu'elle drague, je crois qu'il s'appelle Tristan, le mec, dans le film. Ils sont là en train de se parler de leur petit groupe qu'ils aiment, enfin de leur groupe de musique préféré. Puis ouais, t'aimes bien toi, puis tu fais quoi, puis ouais non, j'aime bien tel truc, mais en fait non. Puis ils se font des petites blagues. Ils sont mignons, ils sont tellement mignons. Et quand elle rencontre du coup, merde, je me rappelle plus. C'est les noms me sont sortis de la tête. Emma, voilà. Quand elle rencontre Emma et qu'elle se dit bah tiens, cette nana elle m'attire, elle me plaît, etc. Je trouvais que c'était plutôt, enfin vraiment je les trouve très 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 mignons, très très attachants. Le parcours qu'a Adèle, c'est typiquement le parcours qu'ont des jeunes qui se découvrent homosexuels. Je connais un peu le milieu, j'en fais partie quand même. C'est vraiment, je trouvais que le film était très touchant, des personnages très attachants, très très bien faits. La scène un peu plus vers la fin du film était vraiment très très forte. Et on se sent très mal à l'aise et on se dit oh là là mais c'est atroce ce qui se passe, j'ai même pas envie de voir ça, j'aime tellement ce personnage, je veux pas le voir souffrir, je veux pas le voir avoir mal. Vraiment je trouve bien, et je trouve que ce qui était vraiment intéressant en plus c'était toute l'idée que elle est pas lesbienne, elle est alors si elle est normale elle dira qu'elle est bisexuelle, si elle a envie de péter plus haut que son cul elle se dira pansexuelle, mais en gros voilà, elle tombe amoureuse d'Emma comme elle tombait amoureuse de Tristan. Et elle tombera amoureuse de Ludivine ou Jean-Paul après. Enfin, c'est voilà, elle fait pas de distinction en fait. C'est le personnage d'Adèle dans le film ne fait pas de distinction. Elle a une attirance très forte pour Emma. Il y a une connexion sexuelle entre elles qui est incroyable. Beaucoup de gens ont reproché la surexcitation, la sursexualisation des scènes de sexe. L'idée c'est pas de montrer des jeunes en train de baiser. L'idée c'est de montrer que ces deux jeunes filles là ont une connexion qui les fait péter un câble quand elles sont au lit. C'est une tension sexuelle explosive. C'est pas du tout des jeunes qui savent pas trop comment s'y faire et qui osent pas mettre les doigts pour faire un truc un peu cru. C'est non, il y a tout un passage du film à un moment elle est derrière puis elle lui tape la chatte ou un truc genre. Enfin c'est vraiment il y a un truc, elles ont quelque chose d'animal dans ces scènes là. C'est ça le truc, c'est qu'elles ont vraiment une relation très forte qui va très très loin, mais qui va bien au-delà du genre et des goûts en matière de sexualité de Adèle. Emma, peut-être, est lesbienne, parce que Emma, elle ne reste qu'avec des filles. Mais Adèle, avant Emma, est avec un mec, et après Emma, on soupçonne plus ou moins que le mec qu'elle a rencontré là, à la soirée d'inauguration d'Emma doit peut-être être son prochain mec. Donc elle est même pas vraiment lesbienne, et c'est pas qu'elle le soit devenue et qu'elle soit redevenue hétéro après, c'est... Pour moi, elle est vraiment comme ça, elle est pansexuelle, elle a elle est attirée par des personnes en particulier, qu'elles aient quelque chose qui pend ou pas entre les jambes. Jonathan m'a offert le digipack du remake de Robocop, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, au passage, Jonathan me demande si j'ai vu Sunshine, parce qu'il me le conseille, oui. J'ai vu Sunshine, j'adore Danny Boyle et j'adore ce film. Sunshine, c'est le premier Blu-ray que j'ai acheté, je crois, le tout premier. Robocop, le remake, encore une fois, non, ça n'est pas honteux. Le remake n'a pas besoin de refaire exactement le même film, sinon, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose, à vrai dire. Donc non, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire comme choix. Ils ont décidé d'avoir un sujet et un thème complètement différent de Robocop. Robocop a été créé à l'époque pour traiter du thème de la violence. Pas du tout. Robocop, c'est un héros des années 80. On est un peu dans les héros réganiens, les masses musculaires et la force virile. Et c'est un peu ce que ça dénonce, du coup. Enfin, c'est pour ça qu'a été créé le Robocop de l'époque. Le Robocop d'aujourd'hui, ils peuvent faire un truc pour dénoncer la violence, mais globalement, on a un peu arrêté de dénoncer la violence, on l'a plutôt embrassé. Ou plutôt on l'a civilisé, c'est autre chose. Mais lui, du coup, a décidé de faire... parce que, typiquement, ça, c'est de la violence civilisée. Hein. C'est un film d'action où les gens se tirent dessus et meurent, mais interdit aux moins de 13 ans seulement. Typiquement, c'est de l'action civilisée. On fait de l'action, mais civilisée, attention.
Eux, ils ont décidé de partir sur le principe de l'humain étendu et de la réalité augmentée, qui est beaucoup plus utile que d'avoir fait un truc sur la violence, parce que ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser à fond en ce moment. La question du transhumanisme et de l'extension de l'homme, c'est, en tant que science-fiction, c'est un des sujets qui me plaisent beaucoup, mais c'est quelque chose qui est une vraie question, qui pose beaucoup de choix éthiques et moraux, et que le film a très très bien développé, donc vraiment, je trouve que ce remake est très 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 intéressant. Peut-être pas exactement l'histoire d'origine, mais c'était pas du tout le but. Je vais faire un très très gros merci à Simon, qui m'a offert ce film de Steven Soderbergh, Magic Mike, que j'ai regardé pour des raisons assez évidentes, je pense, si on regarde le truc. Et j'ai eu la surprise de me retrouver avec vraiment un putain de film, parce que les personnages sont vachement intéressants, l'histoire qui est développée est vachement bonne, au-delà du fait qu'ils se mettent à poil pendant le film, ce qu'ils ne font pas pendant tout le film d'ailleurs. Il y a vraiment des enjeux intéressants, des personnalités qui sont travaillées. Il y a le petit jeune qui joue Alex Pettyfer qui doit être coaché par Channing Tatum, et il y a une relation de fraternité qui se crée en même temps, un peu de paternalisme, un peu de machin, et en même temps il y a Matthew McConaughey qui est complètement taré et qui fait n'importe quoi, comme dans tous ses rôles depuis à peu près 2-3 ans. Et du coup, oui, je me suis retrouvé un peu piégé à mon propre piège, c'est-à-dire que je regardais ça en me disant je vais me rincer l'œil, et en fin de compte, je découvrais un putain de film. C'est quand même tellement bien élaboré que ils sont en train de préparer une suite. Alors je suis extrêmement dubitatif face à cette décision. Ça s'appelle Magic Mike XXL, qui a priori ça serait sur Mike Matthew McConaughey, parce que je crois que c'est lui d'ailleurs. Non, c'est pas lui. non, c'était Channing Tatum. Bon bah, ça s'appelle Magic Mike XXL, et apparemment c'est les mêmes mecs. Je suis pas sûr. Je pense même pas que ce soit Soderbergh d'ailleurs qui soit à la réalisation. Qui se retrouvent pour discuter un truc. Alors je sais pas trop, peut-être une suite direct ou vidéo, ou un truc dans ce genre-là. Je considérais pas ça comme un film à suite. Mais bon, pourquoi pas, donc on va bien voir ça. Et Simon on a profité pour me faire un petit truc. Il m'a envoyé ce film, il s'appelle The Spectacular Now, qui entre son résumé et la présence de Shailene Woodley au casting, me fait tellement penser à Nos étoiles contraires que vraiment, tu as remarqué que j'ai du mal à le mettre dans mon lecteur DVD. Tu veux absolument que je le voie parce que tu m'as dit que tu avais ressenti beaucoup de choses, tu avais bien aimé. C'est difficile, c'est vraiment très difficile. Déjà, aller voir Nos étoiles contraires, ça me branchait pas trop, mais je suis allé le voir parce qu'il y avait quand même un gros succès dessus et tout le monde en parlait. Le résumé me donne tellement pas envie. Je le regarderai, hein, tu me l'as offert et il est là, donc je vais le regarder. Mais je sais pas ce que je vais en penser. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal avec cette idée-là. Maintenant, la wishlist est fermée, mais j'aimais pas trop que les gens m'envoient des choses qui n'étaient pas sur la wishlist, d'une part parce que je risquais de les avoir, et si je ne les ai pas, il y avait un gros risque que ce soit parce que je les aime pas. Donc, ou que je ne les ai pas vus, mais généralement quand je les vois, je suis pas super content. Mais bon, bref. Merci beaucoup Simon, pour les deux, pour Magic Mike et pour Spectacular Now. On sait jamais, ça pourrait être une des bonnes surprises sur lesquelles je tombe de temps en temps. Donc on verra bien. Julien m'a offert la dernière bonne saison d'une des rares séries dont vous m'entendrez parler sur cette chaîne, Fringe, série de science-fiction lancée par J.J. Abrams, qui est une espèce de FBI, de X-Files, mais beaucoup plus large, on va dire, qui est pas du tout centrée sur les extraterrestres. Le problème de cette série, c'est que la saison 5 est pas bonne du tout, parce que cette série n'avait aucune raison de partir dans cette histoire-là, et ils ont fait exprès de la faire partir dans cette direction, parce qu'elle n'avait aucune raison d'aller dans cette direction. Comprends pas la décision du truc, et c'est très mauvais. Enfin, vraiment, j'aime pas la suite. Et celles-ci sont les dernières bonnes saisons. Donc Fringe, si vous regardez Fringe, regardez les 4 premières saisons, ce qu'ils vont lancer à la fin de la saison 5, de toute façon, vous vous en foutez. C'est une histoire de merde, donc c'est pas la peine de la regarder. C'est comme Scrubs, la saison 9 qu'il faut pas regarder, parce que sinon, c'est pas une bonne idée. J'ai pas vu, du coup, la saison 9 de Scrubs. Mais du coup, voilà, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une des rares séries que j'aime bien, et j'aime bien pouvoir découvrir tous les petits bonus qui explorent un peu l'univers, qui développent le truc. Il y a un bonus très con, il y a un personnage qui s'appelle Walter dans le film, Bishop, et qui est joué par celui qui joue Denethor, fils d'Ectelion dans Le Seigneur des Anneaux 3, Le Retour du Roi. Je me sais même plus comment il s'appelle, je suis navré. Et il y a un petit bonus qui s'appelle Avez-vous vu Walter récemment, qui s'appelle Les moments préférés de Walter. Vos moments préférés de Walter, en gros.
Et lui, c'est pas vrai. Ils ont fait un montage juste avec des blagues que sort Walter dans la série. Franchement, la vidéo fait 2 minutes 30, je me la suis passée 3 fois de suite. Ce personnage est à se pisser dessus. Il a des répliques formidables. C'est un des personnages les plus géniaux que j'ai vu dans une série, franchement, américaine en particulier. Vraiment, vraiment du bon boulot. Donc, merci beaucoup. Valentin m'a offert le dernier opus spin-off, d'ailleurs, de Paranormal Activity, de Marked Ones. C'est très con, parce que ces abrutis de la production de Paranormal Activity ont décidé de retirer les chiffres aussi sur les épisodes de la série centrale. Donc moi, qui me suis démené pendant des mois à essayer de vous expliquer que c'était pas le 5, mais que c'était un spin-off, et que le 5 sortirait plus tard, et ben le 5, qui sort en début d'année prochaine, s'appelle pas le 5. Il s'appelle un sous-titre avec genre les sorcières de je sais pas trop quoi, un truc dans le genre là. Bande de connards. Vous venez de faire un spin-off. Mettez des chiffres. Faites la distinction. Sinon, du coup, oui, ça devient le 5, ça. Peut-être même que moi, je vais me mettre à appeler le 5. Si plus aucun épisode après ça n'a de chiffres, bah oui. Après tout, ils vont tous être des épisodes centraux. Bande de connards. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec Paranormal Activity, mais je le sens pas. Je le sens tellement pas. Si vous voulez que je vous dise la façon dont moi je terminerai la saga Paranormal Activity, justement, je la ferai pas en fin de footage. Pour moi, la fin de la saga Paranormal Activity, on passe en film blockbuster, énorme gros blockbuster d'été ou d'Halloween, avec l'invasion des démons et des sorcières sur le monde et les personnages qui allaient s'en sortir et filmé avec une vraie caméra. Comme ça, on fait une vraie belle fin à Paranormal Activity pour essayer de finir enfin tout cet hommage, parce que on peut pas rester la caméra à la main et filmer un truc qui devient aussi grand. Au bout d'un moment, va falloir changer de registre. Ou alors ils vont passer à des histoires de caméra pro journalistes ou des trucs dans ce genre-là. Mais ce serait une belle évolution, ce serait intéressant. Didier était un garçon qui m'aimait beaucoup, puisque c'est toujours le même dont je parle depuis tout à l'heure, et il m'avait offert Les Infidèles, il y a peu de temps également. Les Infidèles, je m'y suis intéressé en regardant en fait la rétrospective sur Azanavicius, en faisant la rétrospective sur Azanavicius. J'avais regardé Les Infidèles pour voir si le segment qu'avait fait Azanavicius pouvait être intéressant à ajouter à son analyse. Il se trouve que non, parce que c'est un court-métrage, que pour un court-métrage, un réalisateur s'autorise à sortir de son registre habituel, et que là, du coup, ça n'avait tellement plus de rapport avec ce que je montrais dans l'analyse des longs-métrages, que je me suis dit que ça allait foutre le bordel et que ça allait rendre le truc difficilement compréhensible. Donc j'ai décidé de pas en parler. Parce que celui d'Azanavicius est beaucoup basé sur la lenteur. Et le temps et le travail, et sur le fait que les personnages aient l'air effectivement misérables et ringards, mais ce qui est totalement voulu, donc c'est assez désagréable à regarder, mais c'est tout à fait ce qui est l'effet désiré. Film à sketch, sous l'impulsion de Dujardin et de Lelouch, qui voulaient du coup faire un film à sketch sur le thème de la fidélité, dans lequel ils joueraient tous les rôles, ou en tout cas ils joueraient un rôle à chaque fois par sketch. Et c'est vraiment un très bon projet, c'est vachement bien. Dans cette version intégrale, c'est marqué au-dessus, il y a un court-métrage de Yann Kounen qui a été rajouté en plus, qui est complètement barré, parce que c'est Yann Kounen évidemment, et qui est vraiment mourir de rire. Mais vraiment, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont sexy, il y en a qui sont cocasses, il y en a qui sont vraiment des gros délires, il y en a qui sont beaucoup plus trash, beaucoup plus lourds, beaucoup plus graves. Il y a de tout, et je trouve que c'est toujours juste, c'est toujours bien géré. Et alors le délire dans lequel ils sont partis à la fin, pour tous ceux qui ont vu le film, vous savez que évidemment, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils le font tellement bien. C'est ça qui est génial, c'est pas qu'ils le fassent, c'est qu'ils le font tellement bien. L'esthétique homosexuelle. C'est le mec avec le débardeur très moulant blanc, le jean qui lui moule le cul, mais d'une façon, enfin on a l'impression que c'est même plus son cul qui est dans le truc, tellement ça n'a pas de rapport avec la façon dont ses fesses sont dans un jean d'habitude. Et filmé de dos, avec le dos extrêmement cambré comme ça, la main au-dessus de Lelouch à côté et tout, et qui fait « Je ne rentre pas à Paris ». Vraiment, je me suis épicé de rire devant ces films. Je trouvais ça vraiment génial, et une très bonne idée. Et alors, le court-métrage Dujardin Alexandra Lamy, vraiment, j'ai eu la chair de poule pendant tout le court-métrage. Non seulement parce que je trouve que ce qui est montré dans cet extrait est absolument génial, ça c'est très très fort, c'est très très puissant comme scène, je trouve. Mais en plus, avec la projection de l'ami Dujardin sur le couple, le fait qu'ils soient en couple dans la vraie vie à cette époque-là, et qu'ils soient en couple dans le film, et ce qui se passe et qui se dit dans le film, vraiment cette scène, je la trouve extrêmement prenante, très très forte. C'est magnifique. Vraiment, ça m'a secoué vraiment de voir cette scène-là avec Dujardin et l'ami. Pourtant, je suis pas un grand fan de Dujardin ni de l'ami. Mais alors vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était magistral cette scène-là.
Pour eux deux, je sais même pas comment ils ont pu tourner ça. Ça doit être tellement particulier. Très très beau. Et puis, dernière chose de l'année, il y a aussi des abus qui étaient faits avec la wishlist, donc c'est aussi pour ça que c'est bien que j'arrête. Dernier truc qui m'a fait dans l'année, l'intégrale Scream. Parce que Wes Craven est un bon réalisateur, et que les Scream sont des bons films. Bizarrement, alors je me suis pas encore refait cela, mais je me les étais refait il y a pas longtemps. Et bizarrement, je trouve que le 4 est le meilleur de tous, presque. Je me suis refait les autres, avec un côté un peu vaguement nostalgique, et en trouvant que finalement, oui, ça dit des choses sur les films d'horreur d'époque, mais pas tant que ça. Je trouve que les films ont été vendus comme une moquerie des films d'horreur, et si le film a tellement été pris au sérieux et a tellement bien marché, je pense, c'est que la moquerie était pas vraiment là, parce que ce qu'il moquait ne se sentait pas vraiment. Toujours est-il que, voilà, je trouve que le 4 a plus d'impact et marchait mieux, était plus drôle, plus créatif, plus intéressant, qu'il y avait des idées plus sympas. Le délire de mise en abîme du cinéma et du tournage et des stabs et des machins dans les Scream 2 et 3, je suis pas très très fan. Je trouve que ça marche pas extrêmement bien et que ça a pas beaucoup de sens ni d'intérêt en fait. C'est pas... De toute façon, ça dénonce pas grand chose. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer avec un slasher? À part que c'est la Vierge qui survit à la fin, et encore ça se fait plus. Enfin bref. Vraiment, je trouvais pas ça très très intéressant. Là pour le coup, je trouve qu'avec Scream 4, il y a déjà une acceptation de son propre héritage, parce que Scream est devenu quelque part un film d'horreur comique. Aussi, puisqu'il y avait cette origine, à l'origine cette intention de comique, qui je trouve ne se retrouve pas, mais il y a quand même quelques passages très cocasses dans les Scream. Et en même temps, bien gérer effectivement cette évolution qui a eu lieu dans les films d'horreur, où le Black n'est plus forcément le premier à mourir, la Vierge n'est plus forcément la seule à survivre, et il peut se passer beaucoup plus de choses, donc je trouve que ouais, la réaction était plutôt bonne, et que dans cette optique de allez, on va révolutionner les codes, la solution qu'ils trouvent du coup pour la solution du tueur de cet épisode-là, pour le coup, révolutionne bien les codes. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé, et que c'était une très bonne idée. Je me souviens pas trop de l'avoir vu ailleurs. Et c'est pour ça que du coup, le 4 m'a vraiment beaucoup plus marqué que les autres, quand je les ai revus, en tout cas. Cyril m'a offert, c'est marrant, on parlait de Craig Freeman, le premier film de Christophe Gans, et bah du coup, j'ai reçu La Belle et la Bête, le dernier film de Christophe Gans. Que pareil, j'aime beaucoup plus pour les images que pour le scénario, parce que voilà, bon, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un long vlog dessus. Ce qui est marrant, alors je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que ce film devait tourner en 3D. J'avais lu partout, enfin j'étais persuadé d'avoir lu dans les articles que Gans tournait son film en 3D, et que c'était justement une des raisons pour lesquelles il avait choisi cette histoire-là, c'est que ça présentait des décors intéressants montrés en 3D. Et bah non, il est pas en 3D, il n'y a pas de Blu-ray 3D, il est jamais sorti dans aucune salle en 3D, il a même pas été post-converti en 3D, enfin je sais pas où j'ai entendu ça, mais c'est vraiment resté très gravé dans ma tête. Un peu comme le fait que Lily Potter dans Harry Potter était un animagus, qui n'est pas vrai du tout non plus, mais vraiment je sais pas pourquoi. Et non, c'est vrai que le scénario est pas bon, parce que c'est un conte de fées, mais il s'en fout du conte de fées, qui raconte une histoire d'amour, et il s'en fout de l'histoire d'amour. Lui, ce qu'il veut, c'est filmer ses beaux décors, et filmer des grandes réactions, et des trucs un peu dantesques. Il y arrive très très bien, mais c'est vrai que du coup, niveau travail d'acteur, c'est pas oufissime. D'ailleurs, Cassel s'engueule très souvent avec Christophe Gans, parce qu'il trouve que Gans lui donne pas d'indication sur le plateau. Et Léa Seydoux, si elle a pas un kéchiche pour la pousser, elle donne pas grand chose, vraiment. Je trouve que cette actrice est très très surcotée en ce moment. Maxime, qui est aussi un tipeur, et qui m'a envoyé ça pour Noël en plus, donc c'est vraiment triplement gentil de ta part, Maxime, m'a envoyé Iron Sky. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est marrant, vu le nombre de fois où j'ai parlé de juifs dans ces vidéos. Donc un film sur le Troisième Reich, filmé façon comique, pour le coup, façon comédie, avec cette histoire selon laquelle le Troisième Reich, en fait, se serait caché serait sur la face cachée de la Lune, et attendrait depuis des années de pouvoir lancer l'invasion de la Terre et d'amener le Gotterdammerung et tous les gros vaisseaux qu'ils ont développés dans ce film-là. C'est un bon gros délire, c'est tellement au 36e degré que je pense il est impossible de penser que ce film est mal intentionné. J'ai juste un défaut, c'est qu'il est très mal écrit. L'équilibre d'écriture du film est pas bon du tout. Les actes sont mal découpés, et la progression dramatique est pas bonne parce que des scènes beaucoup trop fortes arrivent beaucoup trop tôt, et du coup la fin paraît beaucoup moins intéressante. Mais c'est tellement drôle que voilà, il faut le regarder juste pour rigoler, ne serait-ce que pour ça. Et puis alors là, je suis très emmerdé parce que j'ai perdu le papier parce que j'ai utilisé les Blu-ray pour faire mes Pourquoi Jason avait tort.
Voilà, j'ai reçu l'intégrale, pour l'instant, d'OSL 117. Le troisième a été annoncé d'ailleurs, et c'est qui a priori se passera en Afrique, parce que dans les making-of du Carnet d'espions, il dit à un moment, on peut rire de 3 choses en France, des Juifs, des Arabes et des Noirs. Évidemment, il dit ça ironiquement, hein, parce qu'on peut rire d'aucune de ces 3 catégories de gens. Et il dit, du coup, on avait déjà fait les Arabes dans Rio ne répond plus, on a fait les Juifs dans le Carnet d'espions. Ce qu'il voulait dire, alors il le dit pas dans la vidéo, mais ce qu'il voulait dire que forcément le 3e film ce serait sur l'Afrique. Donc a priori pour moi OSS 117.3 ça se passe en Afrique. Et donc j'ai perdu la feuille et je ne sais pas à qui dire merci, parce que comme je les ai utilisés pour les riper pour faire mon projet dans Elevator sur Azanavicius, et bah le papier est tombé et du coup voilà, je ne l'ai plus. Donc voilà, je ne sais pas à qui dire merci, je suis absolument désolé que ce soit le dernier cadeau que je présente sur une wishlist et je ne sais pas à qui c'est. Je le remercie très chaleureusement, du plus profond de mon cœur, le ou la d'ailleurs, mais je n'ai plus son nom. Voilà. Mais merci beaucoup, merci infiniment et désolé pour ce que je viens de faire. Voilà, bon, la wishlist c'est fait, les tops c'est fait, les flops c'est fait. Et ben on va passer au bilan et à l'annonce de l'année prochaine. Et ben à la prochaine vidéo, à tout de suite.